Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous des grands événements qui ont marqué l'actualité environnementale de cette semaine. Au menu de cette actualité, la lutte contre la déforestation en Côte d'Ivoire est bien menée par l'entreprise suisse Nestlé. Avec certaines entreprises agroalimentaires et l'appui du gouvernement ivoirien, des actions de reboisement sont effectuées pour redorer le couvert forestier du pays. Les détails dans cette édition. Le Nil n'est pas épargné par les effets néfastes du réchauffement climatique. Le plus long fleuve d'Afrique qui irrigue plusieurs pays s'assèche de jour en jour et des moyens innovants sont mis en place pour sauver les agriculteurs de cette situation. Et le géant pétrolier Total Energy est accusé en Ouganda d'expropriation abusive, de harcèlement, d'inondation des terres et bien d'autres crimes par la population ougandaise et des ONG françaises. Cette dernière dénonce les ajustements impropres du géant pétrolier vis-à-vis de l'environnement. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. À présent, le journal. L'entreprise Nestlé lance la deuxième phase de son projet de lutte contre la déforestation en Côte d'Ivoire. Alors que la culture du cacao est source de déboisement à grande échelle dans ce pays qui en est le premier producteur mondial, les entreprises agroalimentaires veulent jouer leur part dans la lutte contre la déforestation à grande échelle. Cette initiative est soutenue par le gouvernement ivoirien qui accompagne ces entreprises dans la lutte contre la déforestation et dans l'optique de redorer le couvert forestier du pays. Les précisions dans ce commentaire. Le géant suisse de l'agroalimentaire Nestlé s'engage de plus en plus dans la protection de l'environnement en Côte d'Ivoire. La compagnie a initié depuis 2020 un projet de lutte contre la déforestation après des critiques concernant les dégâts causés par la culture du cacao. Nestlé a lancé le mardi dernier la deuxième phase de son projet de protection et de reboisement de la forêt de Cavally à l'ouest du pays. Le gouvernement ivoirien et la fondation Earthworm accompagnent cette initiative dans la gestion raisonnée des forêts. Cette nouvelle phase est élargie aux entreprises de négoce suisses Cocoa Source et française Touton. Ces derniers s'associent à la démarche de Nestlé parce que la première phase a été un succès et démontre par là que l'effort collectif permet de protéger la forêt. Joseph Larousse, directeur général adjoint de l'entreprise française Touton, affirme que restaurer les forêts est dans l'intérêt de la filière cacao qui est le cœur de leur industrie. Nestlé a assuré qu'il a permis à la réduction massive et rapide de la déforestation et contribué à la régénération naturelle de 7000 hectares et au reboisement de près de 1500 hectares. Avec une superficie de 67 000 hectares, la réserve forestière de Cavally est une forêt classée mais menacée par la déforestation et l'orpaillage illégal. La Côte d'Ivoire comptait plus de 15 millions d'hectares de forêt il y a de cela 60 ans. Elle a vu fondre son couvert forestier à 2 millions d'hectares aujourd'hui. Cette situation est principalement causée par le développement de la culture du cacao, dont le pays est le premier producteur mondial avec près du tiers du marché mondial. Le Fonds mondial pour la nature révèle que la culture du cacao est un facteur majeur de la déforestation. Des initiatives de reboisement que développe Nestlé doivent se multiplier pour redorer le couvert forestier de ce pays qui fait face aux impacts néfastes du changement climatique. La culture des algues est pratiquée comme alternative à la pêche et à l'agriculture au Kenya. Cette activité constitue une source de revenus, un pourvoyeur d'emplois et contribue à lutter contre la faim dans ce pays. Plus de précisions avec Irène Papadina. La culture des algues contribue à l'émancipation économique des communautés de pêcheurs sur les côtes kenyanes. À cause de la surpêche, les revenus des pêcheurs sont en baisse, ce qui signifie que cette nouvelle activité constitue une nouvelle source de revenus pour les ménages. Pendant longtemps, les villageois considéraient la culture des algues comme inférieure à la pêche jusqu'à ce que les stocks de poissons commencent à diminuer en raison de la surpêche. La culture des algues emploie principalement des femmes qui n'étaient traditionnellement pas autorisées à pratiquer la pêche. Les algues peuvent être récoltées tous les 45 jours et ne dépendent pas des précipitations. La plupart des matières premières produites par le groupe de cultivateurs d'algues sont exportées vers les marchés d'Afrique du Sud, des États-Unis et de la Chine. Ces extraits séchés peuvent être utilisés dans les industries cosmétiques et pharmaceutiques, ainsi que comme engrais pour les sols. Sa teneur en fibres agit comme un conditionneur de sol, tandis que sa teneur en minéraux est utilisée comme engrais. Les agriculteurs transforment également les algues en savon, en shampoing et aliments pour les volailles. Depuis 2022, une tonne métrique d'algues est vendue à $285. Ce projet est principalement soutenu par le KM Free,
un institut de recherche national qui promeut le développement durable de l'économie bleue. Selon elle, la culture des algues contribue à réduire la pauvreté dans les zones côtières car elle diversifie les revenus des communautés de pêcheurs. Parlons de la protection des pachydermes. La construction d'un parc éolien près d'une réserve naturelle abritant plusieurs centaines d'éléphants pose un sérieux problème en Afrique du Sud. Les autorités sud-africaines comptent sur les énergies renouvelables pour faire face à la crise énergétique. Mais les spécialistes de la faune sauvage alertent sur les risques que les éoliennes pourraient avoir sur la vie des pachydermes d'Afrique. Ils invitent les autorités à en tenir compte dans la mise en place de leurs projets. Les précisions dans ce commentaire. Une réserve naturelle abritant des éléphants en Afrique du Sud est menacée par un projet de parc éolien. Les défenseurs de la nature s'inquiètent du fait que les turbines des éoliennes nuisent aux pachydermes. En effet, l'Afrique du Sud s'est lancée dans une vaste ambition d'installation des énergies renouvelables pour pallier aux problèmes de la crise énergétique. Ainsi, la construction de 200 éoliennes à côté de l'Ado Elephant National Park, abritant environ 600 éléphants, est une menace pour la faune sauvage au sud du pays. Selon William Foltz, vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage, ce projet est désastreux et les éoliennes pourraient anéantir le côté sauvage des safaris. Il affirme ne pas être contre les éoliennes, mais les situer dans une zone à haute valeur environnementale et écotouristique va abîmer cet environnement et la vie de ceux qui y vivent. Les constructeurs du parc éolien, dont l'entreprise française EDF, ont reçu l'autorisation du ministère sud-africain de l'Environnement qui assure avoir réalisé une étude d'impact environnemental. Cela ne suffit pas à convaincre les détracteurs du projet. Ces derniers affirment tenter une nouvelle action en justice. Un autre problème que craignent les spécialistes de la faune sauvage, c'est les troubles de communication. La spécialiste du comportement animal de l'Université de Vienne, Angela Stuger-Howard, alerte que les éoliennes font beaucoup de bruit et qu'il y a un risque réel que cela impacte sur le mode de communication des éléphants et leur niveau de stress. Jenny Smithy, guide nature et photographe animalière, trouve que les éléphants pourraient devenir très agressifs. Le constructeur et gestionnaire du parc éolien EDF exploite déjà un parc similaire à une dizaine de kilomètres du parc animalier depuis 2015. Il affirme qu'aucune plainte n'a été déposée et assure veiller sur la biodiversité du site. Retournons au Kenya pour parler cette fois d'énergie renouvelable. En effet, le pays de l'Afrique de l'Est a vendu 1,7 million d'unités de panneaux solaires en 2022. Cela démontre que l'utilisation des énergies renouvelables est en plein essor dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Alors que la demande en électricité est de plus en plus forte, les dirigeants comptent sur une approche éco-responsable pour résoudre le problème. Les détails dans ce commentaire. Le changement climatique est une réalité qui s'impose à tous. Le déploiement rapide de l'énergie solaire est un enjeu d'avenir majeur en Afrique, d'autant plus que le continent africain possède 40% du potentiel solaire mondial. Selon le Renewable Global 2022, le Kenya a vendu près de 2 millions d'unités de panneaux solaires. Ce rapport sur la situation mondiale des énergies renouvelables du Programme des Nations Unies pour l'environnement présente les ventes des panneaux solaires hors réseau à 7,4 millions d'unités vendues. Ceci prouve qu'en matière de systèmes photovoltaïques, le Kenya possède l'un des plus grands marchés fluorescents d'Afrique subsaharienne. D'après l'autorité kenyane de régulation de l'énergie et du pétrole, les énergies renouvelables, notamment les énergies éoliennes et solaires, représentent 75% de la production d'énergie du pays. L'Association kenyane pour les énergies renouvelables estime à 300 000 le nombre de ménages ruraux disposant d'un système solaire domestique. Le reste du continent africain doit investir dans les énergies renouvelables pour limiter les impacts du changement climatique, assurer une indépendance énergétique à la population et un environnement plus écologique. Et parlant toujours d'énergie solaire, cette énergie est utilisée pour l'irrigation des cultures en Égypte. Dans la région du delta où le Nil se jette dans la mer Méditerranée, les agriculteurs ont mis en place avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies ONU un système innovant pour s'adapter aux conséquences du changement climatique que sont la sécheresse et la crise énergétique auxquelles le nord de l'Afrique est rudement confronté. Les précisions dans le commentaire qui suit. Le Nil s'assèche à une allure inquiétante et cela préoccupe les agriculteurs. Ces derniers craignent pour les récoltes et pour l'électricité qui pourrait venir à manquer. Dans la région du delta en Égypte où le plus long fleuve d'Afrique se jette dans la Méditerranée, les agriculteurs ont opté pour des énergies renouvelables, notamment le solaire, pour pallier au problème de la flambée du carburant, et ceci afin d'éviter une crise énergétique.
Beaucoup d'endroits ici sont hors de portée du réseau électrique, donc les agriculteurs dépendent du carburant diesel qui est vraiment difficile à obtenir car il coûte très cher. Nous parlons d'une énorme quantité de carburant car la terre a besoin de beaucoup d'eau, surtout en été, ce qui nécessite de faire tourner des machines et donc d'utiliser des litres de diesel. Et puis il faut changer l'huile de la machine tous les 4 jours, sans parler des frais d'entretien. C'est pourquoi les agriculteurs se tournent vers l'énergie solaire afin de réduire les coûts. Mais installer des panneaux solaires revient aussi très cher, alors nombre d'agriculteurs ne peuvent pas se le permettre. Pour irriguer les sols dans cette région située au nord de l'Égypte, les agriculteurs ont bénéficié d'une subvention de l'Organisation des Nations Unies pour l'installation de près de 200 panneaux solaires. Nous avons 192 panneaux répartis sur 4 stations solaires, 48 panneaux pour chacune. Les 192 panneaux sont utilisés pour irriguer une centaine d'hectares. Face au changement climatique qui affecte gravement le nord de l'Afrique avec des sécheresses records, les autorités égyptiennes se sont engagées vers une transition énergétique. Le pays du pharaon a signé plusieurs accords énergétiques ces derniers mois. Ces accords portent notamment sur les projets d'hydrogène vert, une énergie propre sur laquelle le pays compte pour assurer une transition énergétique et écologique. Au Chili, une commission sur la conservation de la faune et de la flore s'est tenue le vendredi dernier. Cette commission vise à alerter sur les dangers de la surpêche et le réchauffement climatique pour les écosystèmes de l'Antarctique. L'initiative a eu lieu à Santiago, la capitale. Rafietou Mberikou. La semaine dernière s'est tenu un travail de commission pour la conservation de la faune et de la flore marine de l'Antarctique. Cette commission, composée d'une vingtaine de pays et des membres de l'Union européenne, a eu lieu à Santiago, dans la capitale chilienne. Elle a pour but de spécifier les zones marines protégées en vue de prémunir la végétation et les animaux, en particulier le krill qui est fondamental dans la chaîne alimentaire, selon le spécialiste de la faune et de la flore sauvage de l'extrême sud de la planète, Rodolfo Werner. Le réchauffement climatique et la surpêche constituent des menaces pour l'équilibre des habitats gelés des espèces qui régulent le climat de la planète. En ce sens, la Commission ambitionne de créer un réseau d'aires marines protégées. Ce réseau permettra de lutter contre la surpêche en Antarctique où la grande quantité de krill est pêchée par des navires russes. Quant au dérèglement climatique, il faut de toute urgence limiter l'augmentation de la température de l'Antarctique, a précisé le spécialiste Rodolfo Werner. Malgré les efforts de la Commission, les avancées de la création de ces aires marines restent inopérantes car il faut l'accord de chaque pays, mais la Chine et la Russie s'opposent à cause de leur intérêt économique dans ces eaux. La saison cyclonique qui a commencé début juin dans l'Atlantique Nord pourrait être particulièrement agitée cette année en France. Avec des températures atteignant 2 à 3 degrés au-dessus de la moyenne, l'océan Atlantique pourrait être le théâtre d'une saison cyclonique particulièrement violente. Suivons ce commentaire d'Alexandra Adékambier pour plus de compréhension. Des prévisions datant de la fin du mois de mai estiment pourtant qu'elle serait proche de la normale. Les températures des eaux sont actuellement plus élevées que prévu, parfois 2 à 3 degrés au-dessus des normales de saison. Or, plus l'eau est chaude, plus les tempêtes tropicales peuvent être violentes et risquent de devenir des ouragans. Vers la matinée qui s'apprête à être balayée par la tempête tropicale Brett, la température de l'eau est par exemple à 27 degrés, soit 1 degré de plus que la normale. Mais surtout vers le Cap Vert, là où les tempêtes tropicales se forment, on est parfois 2 à 3 degrés au-dessus de la normale. Les tempêtes tropicales ne peuvent se former que lorsque l'eau est à minimum 26 degrés. Si ces températures persistent, voire se réchauffent d'ici la fin de la saison cyclonique, les dépressions voire tempêtes tropicales qui en résulteront pourront être particulièrement violentes, pouvant donner lieu à des ouragans de catégorie 1 à 5. Les ouragans sont en effet alimentés par des airs humides et se nourrissent de la chaleur qui dilate l'air et le fait monter en altitude, créant une zone de faible pression atmosphérique. Cette zone sera alors plus rapidement comblée par de nouvelles quantités d'air et ce mouvement participera à faire grossir l'ouragan.
Au-delà des rafales de vent des ouragans qui peuvent osciller entre 120 et 250 km/h, le danger de ces phénomènes météorologiques vient principalement des fortes précipitations pluvieuses qu'ils causent et de l'élévation localisée du niveau de la mer causée par leur passage. Retour sur le continent africain, une nouvelle plainte en justice a été lancée en France et en Ouganda contre le géant français Total Energy. Les plaignants dénoncent les exportations abusives, la compensation insuffisante et du harcèlement, de même que des inondations de terre causées selon eux par des méga-projets controversés de forage pétrolier et d'oléoduc en Ouganda et en Tanzanie. Irène Papadina pour les détails. Une nouvelle action en justice a été lancée ce mardi contre le groupe français Total Energy. 26 Ougandaises ont demandé réparation à l'entreprise pour les préjudices causés selon eux par son méga-projet pétrolier controversé en Ouganda. Le projet Tilenga est un forage de 419 puits de pétrole, dont un tiers dans le parc national de Murchison Falls, qui est une réserve de biodiversité. Une première action en justice visait à empêcher ces travaux en 2019, mais par faute de décision judiciaire rapide, ces travaux ont fini par être réalisés. Aujourd'hui, les demandeurs sont 26 membres des communautés affectées par le projet Tilenga et l'oléoduc et Jacob en Ouganda, le défenseur des droits humains ougandais Max Arthura, 5 associations françaises et ougandaises. Selon ces ONG, plus de 118 personnes en Ouganda et en Tanzanie sont affectées par des expropriations totales ou partielles à cause du projet. Les populations ne peuvent plus utiliser leurs terres librement et sont privées de leurs moyens de subsistance. Le sommet de Paris sur un nouveau pacte financier mondial s'est tenu la semaine dernière dans la capitale française, réunissant un grand nombre de dirigeants de la planète afin de réfléchir sur la réforme du financement international au développement. Plusieurs questions étaient au cœur des discussions. Quel avantage pour les pays africains? Les éléments de réponse dans ce commentaire d'Alexandra Adekambi. Les enjeux pour les pays d'Afrique ont été évoqués au cours du sommet du nouveau pacte financier mondial. Parmi les thèmes évoqués, la résilience face aux crises mondiales, le financement de la transition écologique ou encore des pistes pour érailler un surendettement non soutenable pour les pays les plus pauvres. Mais alors que l'attention s'est focalisée sur la recherche de nouvelles sources de financement pérennes, plusieurs questions embarrassantes ont été passées sous silence. Un premier sujet porte sur la définition de nouvelles règles multilatérales et une architecture financière internationale qui permettrait aux pays d'Afrique de mieux valoriser leurs ressources naturelles. La transition énergétique et la numérisation des économies des pays industrialisés et en développement reposent sur des minerais et des métaux devenus stratégiques, voire critiques, dont regorge le sous-sol de certains pays africains. Ils serviront à fabriquer les technologies bas carbone et à façonner les économies numériques des prochaines décennies. Au vu de la forte demande mondiale, la valeur de marché de ces ressources est sans doute très au-dessus des prix auxquels les pays africains les exportent à des prix négociés bilatéralement vers les nations qui sont entrées dans la guerre des métaux stratégiques, au premier rang desquels la Chine, devenue par ailleurs le premier créancier bilatéral des pays africains. Restons en France où le président Emmanuel Macron a présenté un plan ambitieux de 2,2 milliards d'euros pour encourager le développement d'une aviation zéro émission. Ce plan a pour ambition une aviation durable et à moindre coût et moins polluante. Il a été présenté le 16 juin dernier, 3 jours avant l'ouverture du Salon international sur l'aéronautique et l'espace au Bourget. Retrouvons Alexandra Adekambi pour les détails. L'avion est un moyen de transport très polluant. Selon le ministère français de la Transition écologique, un avion émet entre 73 et 254 grammes d'équivalent du dioxyde de carbone par passage. L'effet le plus nocif lié à l'avion est la pollution aux particules fines. Les émissions des avions sont responsables d'environ 16 000 décès prématurés dus à une mauvaise qualité de l'air chaque année. Pour éviter ces effets néfastes des avions, le président Emmanuel Macron préconise les aviations plus vertes.
Un plan qui consiste à tripler les efforts de l'État sur la période de 2024-2030, soit 300 millions d'euros par an en faveur de la conception de moteurs et design d'avions plus économes en carburant. Cela suppose notamment d'alléger les avions par des nouveaux matériaux composites ainsi que des nouvelles architectures d'appareils. Parallèlement, l'État va investir 200 millions d'euros dans le développement de biocarburants aériens en France avec l'objectif d'en produire 500 000 tonnes par an à l'horizon 2030. Selon l'Air Transport Action Group, une coalition d'entreprises du secteur aérien, 53% de l'effort nécessaire pour rendre l'aviation plus durable repose sur l'utilisation de biocarburants. Produits à partir de biomasse, ces carburants durables sont utilisables directement dans les avions actuels, certifiés pour accepter des mélanges à 50% dans le kérosène fossile et 100% d'ici à 2030 d'après les promesses des industriels. Sur l'ensemble de leur cycle d'utilisation, ils peuvent réduire les émissions du dioxyde de carbone de 80% par rapport au kérosène. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite de nos programmes sur Green TV International, la chaîne de l'environnement.